l'était pas, ce qui était de l'ordre de la vérité et de la sainteté du peuple et de ce qui ne l'était pas. Il y a cela chez Poutine. Et l'idéologie poutinienne, là encore, qu'on le veuille ou pas, elle tourne autour de ces grands astres noirs terribles qui ont fait tant de mal à l'Europe et qui sont ceux du fascisme historique. Poutine est un fasciste. D'ailleurs, quand on regarde, tout ça est académique. Nous sommes là, sous la tutelle et la protection de ces grands esprits. C'est pas de la provocation. Je crois très rigoureusement à ce que je vous dis, de même que je crois très profondément au sérieux de la référence dans l'entourage de Poutine à ce personnage que vous connaissez bien, qu'on ne connaît pas bien en Occident. C'est Timothy Snyder qui nous a appris à le découvrir, qui est Alexandre Douguine, l'idéologue du poutinisme, Alexandre Douguine. J'avoue que jusqu'il y a quelques mois, je ne savais pas très bien qui était Alexandre Douguine, professeur dans une université de Moscou, il doit avoir 55 ans, peut-être 60 ans, bien vivant. Je ne savais ni qui il était, ni ce qu'était exactement l'idéologie eurasiatique dont il se fait le chantre et qu'il a refilé à Poutine et à son entourage. Aujourd'hui, je sais un peu mieux. J'ai regardé de près. Alexandre Douguine, c'est d'abord le patron d'un parti qui est né en 1992, avant lui, si j'ose dire, par l'action d'un sinistre personnage qui s'appelle, avec lequel Douguine a rompu, qui s'appelle Édouard Limonov. Édouard Limonov qui est un vrai fasciste russe et qui crée en 92 un parti qui s'appelle le Parti national bolchevique, PNB en français. Le PNB, c'est le produit national brut et c'est aussi le Parti national bolchevique. Douguine, 10 ans après, 9 ans après, je crois en 2001, transforme le PNB de Limonov en un PNB douguinien et poutinien, douguino-poutinien. Et puis l'année dernière, il donne à ce PNB douguino-poutinien sa formule, il la révèle. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il retourne les cartes. Il révèle comme à la flamme une encre sympathique, une encre secrète, dans un livre qui s'appelle, en français, la quatrième théorie. La quatrième théorie. La quatrième théorie, ça dit quoi? Quatrième théorie, par parenthèse, c'est donc un livre d'Alexandre Douguine, l'inspirateur, l'un des inspirateurs de Poutine, l'inspirateur direct de quelques-uns des membres les plus influents de son entourage. Ce livre, dans sa traduction française, par parenthèse, il est préfacé par un personnage que vous ne connaissez pas sûrement, tant mieux pour vous, mais que nous en France on connaît bien, qui s'appelle Alain Soral. Alain Soral, c'est le nazi français. Le nazi français. S'il y a un nazi en France aujourd'hui, il y en a pas mal, probablement, certainement plus de fascistes en tout cas qu'en Ukraine, mais s'il y a un nazi français, il s'appelle Alain Soral et c'est lui qu'Alexandre Douguine, l'inspirateur de Poutine, a choisi pour préfacer son livre sur la quatrième théorie. De même que l'autre livre, Commentaire au premier, qui est un livre d'entretien tenu par Alexandre Douguine afin d'éclairer
ou d'éclaircir les points obscurs de sa doctrine, c'est un livre d'entretien avec un Français encore, dont le nom ne vous dit sûrement pas grand-chose non plus, mais qui, pour nous, Français, veut dire beaucoup, et c'est même un nom qui brûle, c'est un nom terrible, c'est le nom de Alain de Benoît, autre théoricien du fascisme français. Donc Dugin, il écrit 2 livres. La 4e théorie, le livre d'entretien, l'un préfacé par un nazi, l'autre préfacé par le théoricien français de la Nouvelle Droite. Et ces livres disent quoi? Ils se réfèrent, ils rassemblent des bouts de doctrine très très anciens qui remontent au début des années 20 en Russie. Ils rassemblent dans une espèce de bric-à-brac idéologique, cacophonique, mais là encore, les idées, quand elles deviennent politiques, n'ont pas à être cohérentes ni savantes, elles sont. Alors il reprend, Dugin, des thèses qui viennent de très grands savants, comme Roman Jakobson, ou le grand linguiste Jenslev, les théoriciens du cercle de Prague. Il détourne tout ça dans une espèce de théorie fumeuse, opposant les langues asiatiques d'un côté, les langues européennes d'un autre côté, et puis les langues finno-finlande, je ne sais plus quoi, enfin, qui se tiendraient au milieu. Et à partir de ce substrat linguistique, c'est-à-dire de cette version mal comprise, mal digérée, des grandes idées de Jenslev et de Jakobson et d'autres, qui ne sont pas d'ailleurs sans rapport avec le nationalisme linguistique au nom duquel Poutine a envahi la Crimée et voudrait aujourd'hui envahir l'Ukraine de l'Est. À partir de tout ça, de ce salmigondis, il fabrique une idée, un concept, qui est le concept de la 3e formule. Il y a la formule européenne, occidentale, basée sur ces valeurs corrompues, décadentes, inutiles, vieillies, condamnées, que sont la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. Il y a le despotisme asiatique, qui lui aussi est terriblement peu tendance, terriblement vieux. Et puis il y a au milieu ce que Dugin appelle soit la 3e formule, soit la 3e Rome, soit le 3e Empire, et qui est cette autre hypothèse de civilisation dont le poutinisme se prétend porteur. Et il faut bien regarder la manière dont les hypothèses de Dugin se sont formées. Il faut les prendre très au sérieux. Le douginisme, c'est-à-dire le poutinisme, se sont formés il y a donc 20 ans, enfin sur les 20 dernières années, mais ça a commencé il y a 20 ans, au moment où aux États-Unis, la grande polémique qui faisait rage, les 2 grandes hypothèses théoriques étaient l'hypothèse Fukuyama et l'hypothèse Huntington. D'un côté, l'idée d'une histoire achevée, d'un monde unifié, sous l'étendard, le bel étendard, de la démocratie et du libéralisme. C'était l'hypothèse Fukuyama, qui s'inspirait de Kojève, qui s'inspirait lui-même de Hegel, et puis il y avait de l'autre côté, en Amérique et en France et en Europe, l'hypothèse Huntington, c'est-à-dire l'idée que l'histoire ne s'arrête jamais, que c'est une illusion que de se croire entrer dans le dimanche de l'historicité, et qu'en vérité, l'histoire continuait avec des affrontements d'une grande violence et d'une grande radicalité, en particulier l'Occident contre l'islam. Dugin
l'idéologue de Poutine, il intervient dans ce débat-là. Il est la réponse russe à cette discussion américaine. Il pense, comme Huntington, que Fukuyama se trompe, que l'histoire ne s'est pas arrêtée, que Poutine a eu tort dans les premières années de son règne de tendre la main à l'OTAN, au NATO, qu'il a eu tort de sembler se rallier aux idéaux européens quand il reprend le sceptre de Yeltsin. Donc Fukuyama a tort. L'histoire n'est pas finie. La démocratie n'a pas gagné. Mais Huntington a tort aussi, dit Dugin, le très sérieux Dugin. Huntington a tort aussi, parce que l'alternative à cet Occident dégénéré, dévirilisé, féminisé, décadent, c'est pas l'islam radical, mais c'est le racisme. Donc je crois qu'il faut, là encore, on a toujours intérêt, me semble-t-il, à prendre au sérieux ses adversaires. On a toujours intérêt à, en l'occurrence, à voir que c'est Angelou, c'est pas Alekhine, et à voir que c'est ce corpus théorique-là qui gît derrière, qui se cache derrière les poses de Matamor et la parade poutinienne. Poutine, c'est un clown, c'est un pantin. Sur le fond de cette idéologie eurasiatique dont la Russie se veut l'épicentre et dont les Russes douginiens et poutiniens voudraient que l'Ukraine soit l'épicentre. Il faut prendre cela très au sérieux, car cette idéologie-là, que je viens de décrire à grands traits, cette idée de la troisième solution, cette idée de la troisième Rome, cette idée du troisième empire, c'est une vision du monde fasciste. Un nouveau fascisme, un fascisme du XXIe siècle, hélas, si c'était l'ancien fascisme, on serait probablement moins tétanisé, mais celui-là apparaît sous des vêtements, sous des habits neufs, comme dirait mon ami Paul Berman, que je vois ici, et qui a décrit, lui, les habits neufs de la terreur islamiste. Mais là, il y a des habits neufs de la terreur fasciste sous l'habit de Dugin et de Poutine. Alors, Poutine, c'est tout ça. Bien sûr que c'est la nostalgie du bolchevisme. Bien sûr que c'est la nostalgie du stalinisme. Bien sûr que c'est la nostalgie de ce grand-père dont la légende veut qu'il ait été le garde du corps de l'un et le goûteur de l'autre. Garde du corps de Lénine dans sa jeunesse et goûteur d'aliments anti-poison de Staline quand l'âge est venu. Bien sûr que Poutine, c'est l'homme qui connaît la soupe. Son grand-père l'a goûté, l'a faite, s'y est immunisé. Il connaît la soupe bolchevique, il connaît la soupe stalinienne, il connaît tout ça. Il connaît la soupe tsariste. Il est le disciple de Nicolas Ier, dont le portrait, comme vous savez, trône au-dessus de son bureau. L'un des pires tsars de l'histoire russe, le massacreur des décembristes, le plus crapuleux, le plus sot, le plus anti-intellectualiste des tsars de la Russie. La Russie a eu des tsars honorables, des tsars philosophes, qui frayaient avec les Lumières, qui discutaient avec les grands esprits de l'Europe. Le plus bête, c'est Nicolas Ier. Et c'est celui que Poutine s'est choisi comme exemple. C'est celui qu'il s'est donné comme modèle. Donc Poutine, c'est tout ça, bien sûr. Mais c'est aussi, par quelques bouts qu'on le prenne, le retour de ce fascisme, le retour et la transformation, le retour et la métamorphose de ce fascisme européen. Et là encore, ce n'est pas un argument, ce n'est pas un slogan,
c'est pas un propos de tribune, c'est de l'histoire des idées que je parle là. Et c'est un petit bout d'histoire des idées que j'essaie très rapidement d'esquisser en vous disant cela. Il est l'héritier du massacreur des décembristes, il est l'héritier du bouteur de Staline et du garde-du-corps de Lénine, mais il est surtout, ou aussi, il faudrait voir comment tout ça se compose. Il est aussi avec son maître Douguine, avec son maître auteur de l'Anschluss, il est l'auteur d'une vision du monde, ou le témoin plutôt, d'une vision du monde fasciste. Et quand je dis par quelques bouts qu'on le prenne, il y a un bout par lequel je ne peux pas ne pas le prendre, en tout cas moi, français, citoyen français, et européen d'origine française, parce que je me sens de moins en moins français, de plus en plus européen, donc je choisis de me caractériser comme citoyen européen d'origine française. Je ne peux pas ne pas penser à une chose, tout de même, et ça sera ma dernière remarque, ou l'avant-dernière. Je vous disais tout à l'heure que les deux livres de Douguine s'étaient offerts à leur public sous les auspices, dans l'ombre noire, de deux des pires personnages de mon pays, Alain de Benoît et Alain Soral. Mais quand on regarde bien, qui sont les amis de Poutine en Europe? Pas les Chamberlain, pas les Daladier, pas les lâches qui le détestent, qui le méprisent, mais qui ont peur. Parce que je ne fais pas l'injure à Madame Merkel de croire qu'elle respecte Poutine. Je crois qu'elle en a peur. Mais elle ne le respecte pas, naturellement. Qui respecte Poutine? Qui aime Poutine? Qui se sent représenté par le projet poutinien? En France et en Europe. Il n'y a qu'à regarder. Les visiteurs de Poutine, les visiteurs du président de la Douma, les visiteurs de... les gens qui se pressent à Moscou depuis un an ou deux, et depuis en particulier ce jour sombre qu'a été ce Black Saturday, où Barack Obama a décidé de ne pas faire respecter la ligne rouge qu'il avait fixée en Syrie, 29 août dernier, le jour où Barack Obama, dans le même après-midi, dit à la fois que bombarder des civils à l'arme chimique est un crime, mais en même temps que ce crime, il va se donner le temps de la réflexion et de la délibération avant de décider s'il convenait de le sanctionner ou pas. Depuis ce jour-là, il y a un monde fou qui va voir Poutine. Et ce monde fou, c'est qui? C'est le président ou une délégation du parti d'extrême droite bulgare Ataka, qui ont été traités comme des rois dans une visite récente à Moscou, qui ont été reçus par le président de la Douma et par les conseillers les plus proches de Vladimir Poutine. C'est une délégation du Jobbik, le parti nationaliste, fasciste, antisémite hongrois, qui ont été reçus en fanfare, là encore. Et c'est en France, pas Alain Soral, en tout cas pas à ma connaissance, pas Alain de Benoît, mais l'homme politique vraiment proche de Vladimir Poutine, qui déclare sans scier, sans hésiter, son amour pour Poutine, son admiration pour le projet poutinien. C'est une femme. Elle s'appelle Marine Le Pen. En juin dernier, elle fait une tournée de la Crimée. Après ça, elle est reçue à Moscou, royalement, elle aussi. Et pendant l'occupation de la Crimée, au moment où se perpétrait ce crime contre la nation ukrainienne et contre l'esprit européen, qu'était l'occupation de la Crimée, la vassalisation de la Crimée, Marine Le Pen était la seule à déclarer dans toute la presse française que Poutine était son homme, qu'il était
son maître, qu'il était l'un des personnages très rares sur la scène politique mondiale, qu'elle ne pouvait, je crois que ce sont ses mots exacts, qu'elle ne pouvait s'empêcher d'admirer. Marine Le Pen, c'est la patronne de notre Svoboda à nous, sauf que notre Svoboda à nous ne fait pas 5% des voix, comme à Kiev, mais il fait hélas 20 ou peut-être 25% des voix françaises. Donc l'ambassadeur de Poutine en France, c'est Marine Le Pen. Le correspondant de Poutine en Hongrie, c'est le Jobbik. De Poutine en Bulgarie, c'est l'Ataka. En Belgique, ce sont les séparatistes flamands. Tout ce qu'il y a de pire, de plus nauséabond dans l'Europe d'aujourd'hui est comme aimanté, magnétisé par l'aimant poutinien. Et quand on regarde, j'ai regardé ça de près, presque un par un, quand on regarde les fameux observateurs qui sont venus en Crimée, soi-disant, veiller au bon déroulement du référendum, qui sont venus veiller au bon bourrage des urnes, ils étaient, je crois, 135 ou 165, je ne sais plus. Pour la plupart, et la propagande russe disait des députés, des responsables de grandes formations politiques, la plupart d'entre eux, sinon tous, étaient des gens, pour la France, membres du Front National ou qui y étaient passés. Pour le reste de l'Europe, proche ou parfois directement liés à ces partis d'extrême droite, l'une des personnalités les plus importantes, celui qui menait la délégation, il s'appelle Luc Michel, oubliez ce nom. Luc Michel, c'est un Belge, c'est un nazi belge, un néo-fasciste belge. C'était ça, les observateurs appelés à sa rescousse par Poutine et par ses fantoches en Crimée pour veiller au bon déroulement du scrutin. De même que, il y a une télévision en France qui s'appelle Pro-Russia TV, qui est une émanation directe du poutinisme. Alors c'est pas l'ambassadeur, ça c'est la voix de Poutine en France. Et dans toute une partie de l'Europe, c'est une télévision importante. Pro-Russia TV. Pro-Russia TV, elle est opérée, elle est organisée, elle est logée dans la télévision d'un groupuscule français qui est là encore ce qui se fait le pire, qui sont, on les appelle les identitaires, c'est l'extrême droite de l'extrême droite du Front National. Donc il y a là, en Europe, une espèce d'international des malfaiteurs, d'international de la haine, d'international de l'exclusion et d'international du crime, dont Poutine est le fédérateur naturel. C'est un fait. Là non plus, c'est pas de la propagande. Il y a une 5e internationale, l'internationale de la 3e formule, l'international qui se reconnaît plus ou moins confusément dans le douguinisme et dans le poutinisme. Et c'est ce type de personnage, Marine Le Pen et autres, qui en sont les plus éminents représentants. Voilà le Arturo Oui de Moscou aujourd'hui. Alors pourquoi je dis que son ascension est résistible? Résistible. Pas seulement pour m'inscrire dans le sillage de Brecht, qui n'est pas toujours d'ailleurs totalement recommandable, on ne se sent pas toujours très bien dans le sillage de Brecht, mais parce que je crois vraiment qu'une fois qu'on a dit tout cela, une fois qu'on a donné son vrai visage à Poutine, son visage de gangstérisme et de fascisme, son double visage arturo-huyen, je crois que son triomphe n'est pas fatal, que son ascension n'est pas fatale non plus, et je crois profondément, c'est ce que je suis venu dire 2 fois sur le Maïdan, son ascension, on peut l'arrêter. Je l'ai dit sur le Maïdan, je l'ai dit dans mon pays, c'est-à-dire en Europe,
à de très nombreuses reprises. Je crois qu'on peut l'arrêter pour deux raisons. D'abord parce qu'il est faible, et ensuite parce que nous sommes forts. Les fascistes, vous savez, il y a toujours, sous leur pose de matamor, un fond de faiblesse caché. Il y a des pages auxquelles je pense souvent et auxquelles je ne peux pas ne pas penser quand je vois Poutine parader torse nu dans la chasse à l'ours ou la chasse à je sais pas quoi. Ce sont les pages que Curzio Malaparte consacre à Himmler dans ce grand roman qui s'appelle Caput. Il décrit Himmler au sauna. Au sauna. Hitler nu, Himmler nu au sauna. Et Malaparte le décrit avec une précision, une cruauté extraordinaire, et surtout il a soudain cette révélation qui s'impose à tout lecteur probe, honnête de Caput. C'est que Himmler a peur, c'est que Himmler est faible, c'est qu'Himmler n'est si méchant que parce qu'il est très faible, que parce qu'il est affecté d'une peur panique existentielle très ancienne et très profonde. Et il raconte, il décrit, comme d'autres écrivains, ce fond de panique sexuelle peut-être, d'ailleurs c'est l'hypothèse de Himmler qui est toujours derrière la parade fasciste. Et je crois qu'il y a de cela chez Poutine. Poutine sait que son pays est un pays faible. Il sait que sa population est en déclin. Il sait que son armée, qu'il est en train d'essayer de moderniser à marche forcée, n'est pas encore une armée offensive capable d'affronter une armée occidentale. Les experts, les stratèges occidentaux s'accordent en général à dire que 15% du potentiel militaire de Poutine est véritablement opérationnel et a réussi à sortir des décombres, des ruines où le soviétisme avait laissé son armée. 15%, c'est beaucoup. C'est assez pour occuper la Crimée. C'est assez pour terroriser une armée ukrainienne qui, au terme des accords signés par la Russie, avait accepté de se désarmer. Et nucléairement et militairement. Mais ce n'est pas assez pour intimider l'Occident. Ce n'est pas assez pour faire peur à cette grande nation qu'est la nation européenne. Donc il a une armée faible, il a une population déclinante, il a une économie qui ne se porte pas très bien. Il y a un fond de faiblesse, une sorte d'hémorragie de force au cœur du poutinisme. Et inversement, l'Europe, si elle le voulait, si Mario Draghi avait ne serait-ce que le 10e, même pas, le 30e, 3% de l'imagination et du talent qu'il a eu pour sauver les banques européennes de la faillite après la crise de 2008. S'il avait 3% de cette imagination-là, l'imagination qu'il lui a fallu pour trouver les 800 milliards d'euros qui ont servi, et il fallait le faire, à sauver le système monétaire européen, s'il n'avait que le 30e de cette imagination-là pour lever les milliards d'euros dont l'Ukraine a un urgent besoin pour échapper au chantage et pour écarter le pistolet qu'elle a sur la tempe, Mario Draghi contribuerait à sauver l'Ukraine. Si tous les consommateurs d'énergie, de gaz russes se donnaient la main pour grouper leurs achats, pour diversifier leurs investissements, pour imaginer ensemble les solutions du futur. Là encore,
Poutine entendrait le message, il verrait l'avertissement, et en tout cas nous nous ferions entendre, à coup sûr. Si les Européens n'avaient qu'un peu de courage, le courage qu'ils ont eu, le jour où trois de leurs ministres des Affaires étrangères sont venus à Kiev, ont fait reculer Yanukovych, ont obtenu la libération d'une opposante emprisonnée. Ça a marché ce jour-là. Il y avait un grand ministre des Affaires étrangères, le ministre polonais,